Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avant tout, je tiens à corriger une grosse erreur que j'ai commise dans mon dernier podcast, celui sur Céline Alvarez. J'ai répété tout au long du podcast le terme d'AVS, alors que bien évidemment je voulais parler des ATSEM. Et j'expliquais comment Céline Alvarez avait bénéficié de l'aide d'une AVS, en fait je voulais évidemment parler d'une ATSEM, dans sa classe, comme beaucoup d'enseignants. Alors, ce n'est pas parce que je pratique l'instruction en famille que je ne connais pas les sigles et le jargon de l'éducation nationale, c'est simplement que j'avais passé la journée précédant l'enregistrement de ce podcast, à discuter avec d'autres familles IEF sur la difficulté lorsqu'on a des enfants qui présentent divers troubles ou diverses difficultés à obtenir un ou une AVS, donc un auxiliaire de vie scolaire. Alors, aujourd'hui, on les appelle AESH d'ailleurs, mais bon, le terme AVS est resté dans le langage courant. Et du coup, au moment d'enregistrer le podcast, c'est cette abréviation d'AVS qui m'est restée dans la tête. Donc, toutes mes excuses. Et je pense que vous aviez compris, évidemment, ce que je voulais dire. Par ailleurs, je voulais faire un petit point sur l'état de la lutte contre la loi sur l'interdiction de l'instruction en famille. De mon côté, j'ai pris rendez-vous avec notre député. Je vais le rencontrer lundi prochain avec une autre maman, alors par visioconférence, parce qu'ils ne reçoivent plus personne en tout cas dans sa permanence à lui. Et j'ai mis en ligne sur le site des Montessori 7, si vous cherchez interdiction IEF, interdire l'instruction en famille, Sparte ou Athènes, sur la page de ce podcast, j'ai réuni toutes sortes de moyens que vous pouvez employer pour contribuer au maintien de l'IEF. Et je vous ai préparé en particulier un modèle de courrier que vous pouvez envoyer à votre député, à personnaliser. Parce que je sais bien que lorsqu'on part d'une feuille blanche, c'est très difficile de rédiger un courrier. Alors que lorsqu'on a un modèle, eh bien, il devient très facile de le personnaliser. Et ça peut être le petit déclencheur qui fera que vous enverrez un courrier ou non à votre député, ou à votre sénateur d'ailleurs. Et à votre sénateur, c'est encore mieux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en ce moment. J'avoue que l'annonce du confinement chez nous a été très dure. Car il se trouve qu'en plus, notre nounou est en arrêt maladie, probablement pour 1 mois, peut-être plus. C'est un peu malheureux. Il y a une autre famille qui lui fait subir du harcèlement moral. Et elle était au bord du burn-out. Donc malheureusement, tant mieux pour elle, le médecin l'a mise en arrêt maladie. Ce qui est une très bonne chose pour l'extraire du milieu toxique de cette famille. Mais malheureusement, si elle est en arrêt maladie pour une famille, elle est en arrêt maladie pour toutes les familles. Donc nous nous retrouvons sans nounou pendant 1 mois. Ce qui va évidemment compliquer encore les choses pour nous. Donc l'annonce du confinement, je vous l'avoue, a été la goutte d'eau qui a un peu fait déborder le vase. Mais bon, je sais que chacun a ses difficultés. Nous avons au moins un revenu fixe dans notre famille, mon mari, qui est militaire. Donc c'est aussi une certaine tranquillité d'esprit pendant cette période et je suis bien consciente que tout le monde n'a pas cette chance. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir les partager sur le terrier des Montessori 7, notre groupe Facebook. Et on va essayer de s'entraider bien sûr dans cette période difficile. Et enfin, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voulais lire le témoignage de Caroline, avec plein de chiffres derrière, qu'elle a laissé sur Apple Podcast. Elle a laissé 5 étoiles en écrivant un super podcast très instructif. Un grand merci pour ce podcast. J'attends maintenant avec impatience chaque nouvel épisode. Je trouve ça passionnant et très agréable à écouter. Ça m'aide beaucoup à mieux comprendre la pédagogie Montessori. Bravo. Merci beaucoup Caroline. Alors désolée, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, car en fait j'étais moi-même en formation. Je continue à me former régulièrement auprès de diverses personnes, auprès de formateurs et de formatrices de nombreux pays, de nombreux continents. J'ai été formée par une néerlandaise, une australienne, une belge, des anglais, des américains,
Des gens d'un peu partout, et évidemment des Français, des Françaises plus exactement. Et c'est toujours extrêmement enrichissant de comparer les approches et d'approfondir sans arrêt. Et je considère que je ne ferais pas mon travail de formatrice si de mon côté, je ne travaillais pas pour approfondir davantage ma connaissance et ma pratique de la pédagogie Montessori. Donc désolée, malheureusement, j'ai dû faire une croix sur l'épisode de la semaine dernière. C'était trop difficile d'enregistrer là où j'étais partie en Alsace. Bon. Aujourd'hui, justement, le thème dont je voudrais vous parler est en lien avec l'une des formations que j'ai suivies dernièrement, l'été dernier plus exactement. Car dans cette formation, nous avons eu les interventions de 2 experts. Alors, vous ne me voyez pas, mais je me place le mot expert entre guillemets. Et puis, en ce moment, du moins depuis quelques années, on parle beaucoup des fake news. On déplore le manque d'esprit critique des gens, le fait que certains se laissent convaincre par tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et on a parfois du mal soi-même à distinguer le vrai du faux parmi toutes les informations parfois contradictoires qui circulent. Comme je suis de formation scientifique, j'ai l'habitude pour ma part d'évaluer la crédibilité d'un article ou d'un scientifique, et je pense être donc assez armée et suffisamment équipée pour faire le plus gros du travail lorsqu'il s'agit de discerner la crédibilité de quelqu'un. Mais je me suis bien rendu compte que ça n'était pas le cas pour tout le monde. En particulier lors de cette formation l'été dernier. Nous avons rencontré une première personne, Didier Helmstetter, l'auteur du Potager du paresseux, qui est un livre autour du jardinage. Quelqu'un d'absolument passionnant. Et nous avons rencontré, 2 jours après, je crois, un monsieur qui travaille sur les ondes électromagnétiques et les plantes, bref, sur l'électroculture. Je vais appeler ce monsieur X, parce que mon but n'est pas de jeter l'anathème sur quelqu'un et de nuire à la réputation personnelle de quelqu'un. Simplement, c'est un exemple particulièrement criant des dérives auxquelles on peut assister lorsque des gens s'autoproclament experts et prétendent avancer des idées scientifiques. Donc ces 2 personnes vont me permettre de vous mettre en évidence certains critères importants pour reconnaître un expert. Et nous allons voir à la fin en quoi cela peut s'appliquer à la parentalité et à l'éducation. Et comment ces critères peuvent vous aider à discerner si quelqu'un est ou non un véritable expert, ou si c'est simplement un expert autoproclamé qui ne sait pas grand-chose en réalité. Alors, pour vous présenter très rapidement ces 2 personnes et leurs idées de base, Didier Helmstetter est un fils de paysan qui est devenu ingénieur en agronomie et puis qui a cultivé son potager pendant longtemps de façon totalement traditionnelle, comme il avait appris avec son père, jusqu'à avoir une crise cardiaque. Et là, il a revu sa façon de cultiver son potager en cherchant à faire le moins d'efforts possible, évidemment, pour s'épargner lui-même. Et il a développé toute une pratique qui consiste, entre autres, c'est bien plus large que ça, mais pour simplifier, à poser sur le sol une épaisse couche de foin qui va permettre de conserver l'humidité du sol et en même temps d'enrichir le sol en nutriments pour que les plantes puissent pousser quasiment sans arrosage et sans engrais ou autre façon d'enrichir le sol. D'où le nom potager du paresseux. En fait, son objectif est de faire le minimum d'efforts dans le potager. L'autre monsieur X, lui nous parlait d'électroculture et donc du lien, de l'influence plutôt que pouvaient avoir les ondes électromagnétiques et les ondes acoustiques sur les plantes. Et je n'ose pas dire sa thèse, même si elle n'est pas prouvée. Sa thèse étant qu'on pouvait faire considérablement pousser, grandir, grossir les plantes de son potager en mettant à profit les ondes électromagnétiques terrestres et les ondes acoustiques, enfin surtout les ondes électromagnétiques. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée l'intervention de Monsieur X et au fur et à mesure développer pour vous les critères importants qui vont vous permettre de reconnaître un expert.
mais Monsieur X illustrait parfaitement ce qui pour moi est un non-expert. Vous allez voir pourquoi. Dès le départ, Monsieur X a commencé par nous parler d'une solution miracle pour faire pousser les plantes. Il prétendait que l'on pouvait obtenir plus de 50% ou de 100% de croissance en plus. Premier gros signal rouge. Il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas. Si quelqu'un veut vous vendre une solution miracle, je suis désolée, mais c'est un charlatan. Dans le monde, il n'existe pas de solution miracle. Donc lorsque vous entendez quelqu'un vous parler de résultats extraordinaires, 100% de croissance en plus sur toutes vos plantes, sans nuance, sans exception, de façon totalement universelle, attention, c'est très 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 mauvais signe. Pour comparer, Didier Helmstetter, l'auteur du Potager du paresseux, précisait au contraire que 25% à peu près de ces cultures étaient sacrifiées. Pour lui, ces cultures étaient rendues à la nature. C'est-à-dire que sa façon de procéder n'allait pas fonctionner pour elle. Pas forcément sur les mêmes plans année après année, mais bref que chaque année, il y avait à peu près 25% de ces récoltes qui étaient mangées par des insectes, ou les fourmis dévoraient les racines, ou alors qui étaient touchées par une virose, ou qui ne poussaient pas pour une raison ou pour une autre. C'était une perte acceptable pour lui. Il nous a bien précisé aussi dès le départ que le potager du paresseux, ça n'était pas une méthode adaptée à tout le monde, que tout le monde n'était pas fait pour cette méthode. Il nous a bien précisé qu'il fallait être prêt à expérimenter, à accepter des pertes, et que ce qu'il préconisait, à savoir étaler une couche de foin sur ses plates-bandes, n'allait pas fonctionner pour tout. Et d'ailleurs, lui-même a expérimenté, et il a, pour ses arbres fruitiers, fait quelque chose d'assez différent. Ce n'est pas du foin qu'il fournit à ses arbres fruitiers. Il nous a parlé de ses erreurs, il nous a parlé de ses progrès, et des choses qu'il n'avait pas encore réussi à améliorer. Déjà, c'est rassurant. Oui, c'est quelqu'un qui nous parle de ses erreurs, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, c'est quelqu'un qui n'a pas des résultats miraculeux. Eh bien, c'est beaucoup plus rassurant et beaucoup plus sûr. Pour en revenir à Monsieur X, il nous a ensuite parlé d'une fameuse solution qui était inconnue du grand public, en disant ce sont des choses qu'on ne sait pas, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est là qu'il nous a parlé donc des ondes électromagnétiques et de leur influence sur les plantes. Là aussi, c'était un mauvais signal. Le deuxième mauvais signal, parce que les grandes découvertes ne sortent généralement pas de nulle part. C'est souvent au contraire en partant d'idées existantes que l'on fait de nouvelles découvertes. Et lorsque quelqu'un essaie de jouer sur l'aspect secret, sur l'aspect confidentiel de sa méthode, c'est souvent très mauvais signe. Et c'est d'ailleurs souvent associé à un autre critère de méfiance, qui est une espèce de victimisation et de conspirationnisme. On le verra un peu plus tard. Au contraire, Didier Helmstetter nous a parlé de ce qui avait déjà été essayé avant lui, du paillage, des différentes formes de paillage, de ce qui avait déjà été tenté et du succès ou non de ce qui avait précédé sa méthode. Troisième élément inquiétant chez Monsieur X, il a commencé à nous parler d'énergie, de résonance, d'ondes électromagnétiques, alors qu'il nous faisait écouter surtout des ondes sonores. Bref, il s'est mis à employer un vocabulaire pseudo-scientifique, très imprécis, et une espèce de jargon autour des notions d'énergie, etc. Énergie, en soi, ça a une définition scientifique, mais c'est très vague. Et on parle d'énergie pour des choses qui ne sont pas de l'énergie au sens scientifique du terme aujourd'hui. Didier Helmstetter, au contraire, employait un vocabulaire qui était juste scientifiquement, mais simple. Il vulgarisait bien, sans pour autant sacrifier la rigueur scientifique. On sentait qu'il connaissait son sujet, mais il n'avait pas besoin de nous noyer dans un vocabulaire New Age. Il nous parlait simplement des différentes parties de la plante, des phénomènes autour de la plante, en des termes simples que tout le monde pouvait comprendre. Et au besoin, il les expliquait, ces termes. Monsieur X, ensuite, nous a fait faire une expérience qui m'a profondément agacée. Vous allez voir pourquoi.
Il voulait nous montrer que les ondes sonores entraient en résonance de façon différente avec nous, suivant leur fréquence. Alors quand vous entendez entrer en résonance, déjà vous pouvez vous méfier, mais bon. Alors j'ai un petit doute sur les fréquences exactes qu'il a employées, mais si je ne dis pas de bêtises, je suis à peu près sûre de moi, il nous a fait écouter un La 440, c'est-à-dire une note qui vibre à une fréquence de 440 Hz. Et il faut savoir que le La que vous connaissez, vous savez la note de musique, elle est la même partout dans le monde aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et le La a connu différentes hauteurs au fur et à mesure des siècles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous allez voir que ça a son importance par la suite. Il a commencé par nous faire écouter donc un La 440, puis il nous a fait écouter un La 432, c'est-à-dire une note qui vibrait à une fréquence de 432 Hz. Très simplement, le La 440 est un tout petit peu plus aigu que le La 432. Et il nous a demandé comment nous nous sentions. Et là, tout le monde, et moi aussi d'ailleurs, avait ressenti un plus grand bien-être à l'écoute du La 432 plutôt qu'à l'écoute du La 440. Mais une chose me chiffonnait, c'est que le La 432 est plus grave. Et il est bien connu que les sons graves sont apaisants. D'ailleurs, si je m'emploie à utiliser une voix plus grave, peut-être que vous sentez davantage de bien-être, là, tout de suite. Bon, je vais reprendre ma voix normale, mais c'est un phénomène qui est bien connu. Et donc, comment faire la différence entre le simple fait de jouer une note plus grave et le fait d'utiliser une fréquence particulière qui, selon lui, permettait d'entrer en résonance avec nous? Il aurait fallu écouter le La 440, écouter le La 432 et puis écouter un La encore plus grave pour voir si nous étions vraiment plus à l'aise avec le La 432 ou si en fait nous étions plus à l'aise avec le La le plus grave. Ce qui nous aurait probablement orienté vers l'idée que le phénomène était uniquement dû à la gravité de la note. Je lui ai donc proposé de nous faire écouter un La 426. Donc un La ou un La 424, enfin un La un peu plus grave. C'est là où je ne suis plus sûre de la fréquence. Je ne sais plus ce que je lui ai proposé et je ne sais plus ce qu'il a proposé de nous faire écouter. Il a dit non, mais ça n'entre pas en résonance, ça n'est pas important. Il a botté en touche, sans comprendre qu'en quelque sorte, c'était une façon d'avoir une note témoin. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on appellerait une note, un groupe témoin scientifiquement, mais bon, vous vous rendez bien compte que ça nous aurait guidé pour savoir si vraiment le La 432 avait une spécificité particulière ou pas. Il a botté en touche, et puis, comme j'insistais, il a reconnu que, mais après tout, le La 426, il a aussi des propriétés intéressantes. Et là, il nous l'a fait écouter, mais en ayant ajouté qu'il avait lui aussi des propriétés intéressantes, eh bien, il a poussé tout le monde autour de moi à penser que ce La 426 procurait un plus grand bien-être que le La 432, non pas parce qu'il était plus grave, mais parce que lui aussi avait des propriétés intéressantes. Bref, il a un peu manipulé l'assemblée. Et je voyais autour de moi que tout le monde était fasciné par ce qu'il disait. Je vous avoue que ça me rendait dingue, parce que je voyais toutes les failles scientifiques dans ce qu'il nous disait. Et puis par politesse, voilà, je ne voulais pas mettre mal à l'aise nos formateurs qui avaient fait venir cette personne. Bref, c'est le 4e critère de méfiance des protocoles expérimentaux qui sont totalement invalides scientifiquement. Chez Didier Helmstetter, il n'y avait pas de fausses expériences. C'était surtout une invitation à essayer par nous-mêmes, sans que ça nous coûte quoi que ce soit d'ailleurs, à part le foin évidemment, mais lui-même ne nous vendait pas de foin. Donc il s'agissait simplement d'une invitation à essayer et à faire l'expérience par nous-mêmes. Il ne cherchait même pas spécialement à nous convaincre. Il nous présentait simplement ce qu'il avait fait de son côté. Je reviens à Monsieur X. Sur son site, que j'ai découvert plus tard, il y a un tableau avec les fréquences des notes de la gamme par rapport à un La 440 et par rapport à un La 432. Parce qu'évidemment, si vous baissez le La d'un petit cran, eh bien vous allez baisser toutes les autres notes d'un certain cran. Et bien dans ce tableau, vous aviez des chiffres de fréquence bien ronds pour le La 432. Et vous aviez des nombres avec 2 chiffres après la virgule,
pour les fréquences des notes de la gamme du La 440. Alors, c'est difficile de vous expliquer ça à l'oral, c'est beaucoup plus visuel. Mais ça donnait vraiment l'impression que la gamme du La 432 était beaucoup plus naturelle, beaucoup plus organique, que les fréquences étaient rondes, que c'était des chiffres entiers, des nombres entiers. Et en fait, lorsque vous lisez les notes à côté, bien, il avoue simplement ne pas avoir arrondi dans la colonne du La 440 et d'avoir arrondi dans la colonne du La 432. Ce qui est une façon de procéder qui n'est absolument pas scientifique. On n'arrondit pas dans une colonne sans arrondir dans une autre colonne pour des nombres similaires. C'est vraiment une façon de tromper visuellement les gens en sachant très bien que les gens regardent des images avant tout et se font des impressions visuelles. Donc c'est très désagréable comme façon de faire. Un autre exemple de tromperie avec les images, c'est que Monsieur X avait laissé sa thèse sur la table en s'imaginant que personne ne la lirait et il nous avait simplement fait passer l'une des pages en nous montrant des photos de plants de tomates, d'un côté des plants qui avaient bénéficié de musique, d'autres qui n'avaient pas bénéficié de musique. Et la photo des plants qui avaient bénéficié de musique semblait montrer des plants de tomates 50% plus grands que ceux qui n'avaient pas eu de musique. Mais il n'avait pas compté sur le fait que j'irais lire sa thèse, du moins en diagonale. Et en fait, lorsque vous regardez bien attentivement les images, vous vous aperceviez que, en prenant des points de repère par rapport au plafond de la serre où étaient les tomates, et en prenant l'espèce de table sur lesquelles étaient installés les plants, en fait, vous vous aperceviez que c'est simplement que la photo était prise sous un angle différent, et que donc la différence était très loin d'être aussi marquée que ce qu'il semblait au premier abord. C'était simplement comme si il avait... c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu comme s'il avait pris la photo de plus près et d'en bas pour les plans qui avaient eu de la musique, et donc évidemment les plans semblaient plus grands, alors qu'il avait pris la photo d'un peu plus loin et un peu plus en hauteur pour les plans qui n'avaient pas eu de musique. Et je ne dis pas que c'était intentionnel, mais simplement, ça n'est pas très sérieux d'essayer de nous convaincre que ces plans sont donc beaucoup plus grands parce qu'ils ont reçu de la musique. Et en fait, quand on lit sa thèse, parce que sa thèse, elle, a été relue par des scientifiques, elle a été validée par un jury de thèse. Donc, on ne laisse pas passer dans un jury de thèse des affirmations mensongères. Et en fait, dans sa thèse, il est clairement dit que les plants de tomates ayant reçu de la musique étaient légèrement plus grands, je crois que c'était de l'ordre de 10% par rapport aux autres, mais que la différence n'était pas totalement significative. Enfin, je ne sais plus les détails parce qu'il y avait les questions de poids et les questions de taille et les questions de nombre de fruits. La conclusion était que la différence n'était pas toujours statistiquement significative et lorsqu'elle l'était, il fallait aussi prendre en compte le fait que les plants de tomates qui avaient reçu de la musique étaient aussi ceux qui étaient situés au sud de la serre et qui avaient donc reçu le plus de soleil, puisqu'ils recevaient le soleil non seulement par le haut, mais aussi par le côté de la serre, alors qu'ils bloquaient l'accès à la lumière de côté pour les autres plants de tomates qui, eux, n'avaient pas de musique. Donc les conclusions de la thèse étaient bien qu'il n'y avait pas d'effet prouvé à l'influence de la musique, qu'il n'y avait pas d'effet prouvé à la musique sur les plantes, mais concrètement dans sa conférence, c'est exactement l'inverse qu'il nous a soutenu. Donc là aussi, une façon de repérer ce que dans le milieu scientifique on appelle des crackpots, des gens qui racontent à peu près n'importe quoi. Ce sont des gens qui jouent sur les images, qui sont beaucoup plus parlantes que les mots. Parce que souvent, les mots sont précis, et lorsqu'on lit les mots, eh bien, on s'aperçoit qu'ils racontent n'importe quoi. Chez Didier Helmstetter, au contraire, nous avons pu observer le potager directement, nous avons même pu toucher les plantes, la terre humide sous le foin. Il ne pouvait pas y avoir de trucage, de chiffres falsifiés, etc. Monsieur X, ensuite, nous a présenté une vision de l'histoire qui pour moi était de la pure falsification, ou du moins a abordé un angle totalement trompeur, a abordé cet aspect du La 440 par un angle totalement trompeur. Il a prétendu qu'autrefois, le La était le plus fréquemment accordé à 432 Hz, ce qui est totalement faux. En fait, il a été très longtemps accordé à 435 Hz,
Et les musiciens baroques accordent aujourd'hui leurs instruments à 415 Hz. Donc voilà, on pense que c'est ce qu'utilisaient les musiciens baroques. Donc là, c'est du pur mensonge. Je ne sais pas d'où il sort cette information, mais elle n'est présente absolument nulle part dans les histoires de la musique. Et puis, il nous parle des nazis qui auraient imposé, je n'en ai pas trouvé de traces, qui auraient imposé un l'A440 et qu'ensuite cela aurait été repris de façon internationale. Alors, lui, évidemment, nous présentait cela comme un fait. Le conditionnel vient de moi. Donc, évidemment, avec la suspicion que ce l'A440 était totalement artificiel, imposé par un système totalitaire, nazi, etc. Alors qu'en fait, c'est l'American Standards Association qui a recommandé le l'A440 en 1936. Ça vient des Américains. Et ensuite, effectivement, ça s'est étendu à l'ensemble de la planète. Alors, cette façon de recourir aux nazis pour diaboliser quelque chose, c'est d'utiliser un point Godwin, c'est ce qu'on appelle le point Godwin. Voilà, pour prendre un argument, pour ôter toute crédibilité à un argument en l'associant aux nazis. Plus tard, je suis allée voir sur le site de Monsieur X. C'était assez amusant parce qu'on parlait beaucoup de censure. Alors censure, car le mot d'électroculture n'existe plus dans les dictionnaires. Et il associait ça à un grand complot. Alors je vais vous lire ce qui est écrit sur son site. La censure, ça existe encore aujourd'hui et beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Avec des fautes d'orthographe, mais bon, ça c'est... Votre degré d'information sur l'électroculture en témoigne. Alors vous voyez comme c'est subtil ? Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est parce que c'est censuré, c'est parce que quelqu'un ne veut pas que vous le sachiez. Et non pas parce que ça n'est pas reconnu scientifiquement et que ça n'a pas de valeur particulière. Je poursuis la lecture. Les centres de recherche et écoles d'agriculture s'autocensurent pour plaire à l'industrie agrochimique, semencière et OGM, pour sauvegarder leur intérêt pécuniaire au détriment de l'intérêt général, au détriment des agriculteurs et des consommateurs. Alors la fameuse industrie agrochimique et agroalimentaire, elle a beau dos. Voilà, ce genre de théorie complotiste, c'est également très mauvais signe. Quand on adopte une posture de victimisation, souvent c'est tout simplement que, si l'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, après un certain temps passé à défendre ses idées, c'est souvent que les idées n'avaient pas forcément de valeur au départ. Chez Didier Helmstetter, il nous a tout simplement expliqué les choses auxquelles il adhérait et pourquoi, sans chercher spécialement à nous convaincre, encore une fois, et surtout sans se poser en victime d'une espèce de conspiration du silence. Au contraire, alors que son livre n'est pas vraiment dans la continuité de ce qui est à la mode, puisqu'il tape un peu sur le bio, sur la permaculture, etc., eh bien son livre est devenu un best-seller. Son livre a été apprécié et reconnu par un éditeur, un véritable éditeur, ça n'est pas de l'auto-édition, et est reconnu par le grand public. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais les vraies grandes et bonnes idées finissent toujours par être reconnues. Souvent, la base des théories du complot est que des personnes se font de l'argent sur un sujet. Je vous parlais de l'industrie agrochimique, un peu plus haut. Or, les complotistes eux-mêmes se font de l'argent sur leurs idées. Là, Monsieur X vendait des pyramides de cuivre, des carillons à 200 € pour émettre des ondes sonores dans votre potager, des espèces de tourillons de cuivre à accrocher à vos plantes. Et il nous a bien présenté son catalogue à la fin de sa conférence. Par exemple, il faut 300 € pour un émetteur de chants d'oiseaux qui va faire pousser vos plantes de 50 à 100% de plus. Sachant qu'il faut quand même en placer 6 en hexagone pour protéger son verger du gel. Donc 6 émetteurs à 300 €, ça fait 1800 €. Vous voyez que ce genre de tarif assez exorbitant est également très mauvais signe. C'est le 8e critère de méfiance. Attention, si la personne a un intérêt financier à ce qu'il dit. À côté de cela, Didier Helmstetter vend seulement ses livres, ce qui signifie qu'il a pu convaincre un éditeur sérieux de leur intérêt, ce qui est déjà une bonne chose. Mais bon, il faut bien se rendre compte que financièrement, être auteur, ça n'est pas fou. Son livre a beau être un best-seller, il en a vendu 30 000 exemplaires, ce qui est énorme dans le milieu d'édition. Eh bien, cela fait à peu près, en prenant les rémunérations classiques, 30 à 45 000 € sur 3 ans de parution. Donc 10 à 15 000 € par an, sachant qu'il a fait une réédition, donc du travail supplémentaire, et un nouvel opus, un 2e livre complémentaire. Alors si on rapporte tout ça
à la durée pendant laquelle il a travaillé sur ce projet, qui a démarré en 2014, il me semble, donc ça fait 7 ans de travail, eh bien on est autour de 5 000 € par an. Ça n'est pas fou, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on ne peut pas dire que Didier Helmstetter fasse fortune à répandre ses idées sur les potagers du paresseux. Par ailleurs, il diffuse des vidéos totalement gratuites sur YouTube, donc vous pouvez suivre ses projets, c'est absolument passionnant. Bon, alors je ne vais pas taper davantage sur Monsieur X, mais je vais reprendre les 8 points d'attention auxquels je vous invite et vous montrer maintenant comment vous pouvez appliquer cela dans le monde de la parentalité et de l'éducation. Premier critère, il n'y a pas de solution miracle. Si l'on vous présente une solution miracle, fuyez. En ce qui concerne la pédagogie Montessori, par exemple, sachez bien qu'elle demande du travail, qu'elle demande des efforts et qu'il ne faut pas le cacher. Si quelqu'un prétend que vous allez pouvoir du jour au lendemain apprendre à votre enfant à lire et écrire sans effort, sans travailler, sans vous-même passer du temps à appréhender le matériel, à vous en imprégner, etc., ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, ça n'est pas possible. Aucune méthode d'éducation n'est miraculeuse. Aucune méthode de parentalité n'est miraculeuse. Tout cela demande des efforts. Alors forcément, c'est moins vendeur de dire à quelqu'un venez suivre mes formations, venez lire mes livres. Vous verrez, du jour au lendemain, votre enfant apprendra à compter, à lire, etc. Et ce sera facile. Et ça se fera dans la joie et le bonheur. Bien non, je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça. Et dans l'accompagnement que je propose aux familles qui pratiquent l'instruction en famille ou le co-schooling, ou simplement des familles qui ont envie d'élever leurs enfants suivant la philosophie Montessori, eh bien, on voit bien que cela demande de l'implication, du travail, des efforts, et que ces efforts ensuite sont récompensés. Et je vois vraiment la différence entre les familles qui justement s'impliquent, font des efforts, participent à l'accompagnement, par exemple pour trouver du soutien, et les familles qui... Alors j'ai toujours des gens, et ça me désole, qui s'inscrivent à l'une de mes formations, et puis je peux suivre l'activité des personnes, et certaines s'inscrivent à une formation et ne regardent même pas une vidéo, ou juste une vidéo. Et cela me désole. Sachant que si ça ne les intéressait pas, elles pourraient se faire rembourser. J'ai une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours. Donc c'est simplement qu'elles laissent tomber, qu'elles ne font pas l'effort, qu'elles ne trouvent pas le temps. Et je trouve ça déprimant. Ça me brise le cœur parce que je me dis qu'elles s'enferment. Si elles ont acheté la formation, c'est qu'elles sont conscientes qu'il y a un problème, qu'elles ont une difficulté qu'elles aimeraient résoudre. Et parce qu'elles n'ont pas fait ces efforts-là, eh bien, elles ne peuvent pas parvenir à les résoudre. Et donc elles s'enferment dans leurs problèmes. C'est dommage. Donc premier critère, pas de solution miracle. Si l'on veut vous vendre une solution miracle, fuyez. Deuxième point important, les grandes découvertes ne sortent pas de nulle part. Donc attention aux gens qui prétendent avoir tout réinventé, tout innové. Alors j'en parlais un petit peu pour le cas de Céline Alvarez la semaine dernière, c'est un peu ce point-là qui pose problème. Il est important que les personnes reconnaissent à qui elles sont redevables. Par exemple, en ce qui me concerne, bien je transmets la pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori, non pas telle qu'elle m'a été transmise, mais telle que j'ai pu l'approfondir et avec les développements que j'ai pu y faire à partir de ce qui m'a été transmis. Et je cherche vraiment à faire un travail de synthèse des différents courants montessoriens. Et c'est pour ça que j'aime suivre des formations internationales. La formation que j'ai suivie en Alsace là récemment est en fait faite par une formatrice qui est formée en Allemagne, donc avec des gens très différents de l'AMI France. Et il faut bien reconnaître que nous ne sommes que des nains juchés sur les épaules de géants. Avec une amie, nous sommes en train de retravailler totalement le système pour la conjugaison en français, les systèmes montessoriens des fiches à encoche qui ne prenaient pas en compte le troisième groupe. Donc nous avons fait un gros travail là-dessus, mais ce travail s'appuie, évidemment sur le travail fait par Maria Montessori au départ, puis par le père Fort et Hélène Lubienska de Lanval qui ont transposé cette pédagogie
à l'enseignement du français, puisque Maria Montessori était italienne, puis sur les réflexions d'Anaïs du blog Montessori, mais pas que, et puis de Marie-Hélène Barbier, autour de la conjugaison, elles nous ont beaucoup inspirées toutes les deux, et puis nous avons travaillé à deux. Voilà. Donc honnêtement, ma part dans ce travail qui, pour le coup, est vraiment innovant, reste très minime. Elle reste très minime. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est très bien. Mais donc, faites attention si vous voyez des gens qui prétendent avoir sorti de leur chapeau quelque chose de totalement nouveau. C'est souvent très mauvais signe et souvent c'est qu'ils s'attribuent le mérite du travail des autres. Troisième critère, attention au vocabulaire pseudo-scientifique très imprécis ou au jargon. Dans le monde de l'éducation ou de la parentalité, cela revient par exemple à utiliser le vocabulaire des neurosciences sans savoir ce que c'est réellement et puis en mélangeant un peu tout. Ou au contraire, d'utiliser un jargon verbeux que l'on maîtrise bien, hein, mais tout de même, pour avoir l'air de dire des choses plus intelligentes, alors que ça pourrait être exprimé clairement. J'aime beaucoup cette phrase « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est-à-dire que si l'on maîtrise son sujet, on doit pouvoir le vulgariser, c'est-à-dire l'exprimer de façon compréhensible par tous. C'est un point que je n'aime pas tellement dans les livres de Daniel Dumont, par exemple, qui sont extrêmement arides à lire, avec beaucoup de jargon qui pourrait être très largement simplifié. Alors par ailleurs, sa méthode a beaucoup de mérite. Quand je parle de Céline Alvarez ou de Daniel Dumont, là je ne cherche pas du tout à prétendre que ce ne sont pas des expertes. Simplement, voilà, il y a un point qui me pose problème dans leur pratique à toutes les deux. Mais sur les 8 points différents que je vous présente, cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Quatrième critère, les protocoles expérimentaux qui sont invalides scientifiquement. Dans le monde de la parentalité ou d'éducation, cela revient surtout à jouer sur des anecdotes. Par exemple, je regardais une formation sur le sommeil de quelqu'un qui en fait a simplement accompagné 2 de ses enfants pour qu'ils fassent leur nuit. Et en gros, le cœur de sa méthode, le cœur de son argumentaire, c'était de dire « Regardez comme ça a bien marché pour truc et bidule. Et du coup, je vous transmets mes secrets, mes astuces, et vous allez voir, ça va être formidable. » Mais bon, ça a marché pour 2 enfants. Et elle n'a jamais essayé avec d'autres enfants. Et ça ne veut rien dire. Les enfants sont tellement différents les uns des autres. Donc prétendre que si ça a marché pour un enfant, c'est formidable et qu'il faut l'utiliser pour tout le monde, c'est une très très mauvaise façon de procéder. Mais c'est très fréquent dans le milieu de la parentalité. Quelqu'un qui a un enfant, par exemple, ou 2 ou 3, et qui vous dit voilà, à force d'expérimenter, j'ai trouvé la solution miracle. Non, si c'est quelqu'un qui derrière a expérimenté cette méthode ensuite avec d'autres enfants de son entourage, quelqu'un qui a pratiqué autrement, oui, très bien. Déjà chez nous avons 5 enfants, donc autant vous dire que ces 5 enfants radicalement différents, ils nous challengent beaucoup et remettent en question beaucoup de choses que nous croyions évidentes avec nos aînés et qui en fait ne fonctionnent pas du tout avec les suivants. Et puis derrière, quand on pratique, lorsqu'on fait des ateliers Montessori par exemple, eh bien on s'aperçoit que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Voilà, si quelqu'un se met uniquement à jouer sur des anecdotes et ne présente que son expérience personnelle, ça n'est pas suffisant pour être un expert. 5e point d'attention, les gens qui jouent sur des images qui sont plus parlantes que des mots, qui sont plus percutantes que des mots, mais qui peuvent être trompeuses. Par exemple, lorsqu'on trie les images publiées sur les réseaux sociaux. Je vois bien, dans les formations que je propose, que mes stagiaires apprécient vraiment de voir de vraies présentations avec de vrais enfants. Alors, je me répète beaucoup en disant vrai, mais ça n'a rien à voir. Une présentation où on filme sans le son un enfant et un adulte, ou alors une présentation faite par un adulte à un adulte, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et lorsqu'on voit comment réagit vraiment un enfant, eh bien, on déculpabilise beaucoup parce qu'on se rend compte que oui, chez nous, c'est pareil. Et ça n'est pas toujours facile. Et il faut s'adapter. Et justement, ça donne des idées sur la façon dont on peut réagir quand un enfant a un comportement qui n'est pas idéal, qui n'est pas celui du petit montessorien parfait. 6e critère
qu'il faut fuir, enfin un critère qui vous dit s'il faut fuir quelqu'un, le fameux point Godwin. Si quelqu'un commence à vous parler des nazis et à décrédibiliser son adversaire en le diabolisant, c'est souvent très mauvais signe. 7e point, les théories complotistes. Ça va un petit peu avec le point Godwin. On entend par exemple beaucoup dans le milieu d'éducation que l'école date du 19e siècle et avait surtout pour but de fabriquer de bons ouvriers, alors c'est normal qu'elle soit en échec total aujourd'hui. C'est totalement faux, l'école proposée à tous date de l'Ancien Régime, date d'il y a bien longtemps, bien avant le 19e siècle. Et il ne faut pas chercher des complots derrière tout ça, ce ne sont pas les industries ou les politiques qui ont cherché à faire plaisir aux industriels en formatant des enfants dans des écoles, non. Non, on voit bien que la motivation des instituteurs dans les siècles passés, et encore aujourd'hui d'ailleurs, était d'accompagner les enfants dans le savoir, de leur permettre de saisir de nouvelles opportunités, le fameux ascenseur social. Voilà. Donc évitons les théories complotistes, ça n'a pas grand sens. Et puis enfin, 8e critère de méfiance, l'intérêt financier de la personne. Alors, il y a des nuances, évidemment. Il est normal de vouloir gagner sa vie, en partageant ses passions. Et pour reprendre l'exemple de Monsieur X, ça ne m'aurait pas choqué qu'il vende des choses après son intervention. Mais si les tarifs sont totalement démesurés et inadaptés, c'est qu'il y a sûrement anguille sous roche. Et puis, évaluez bien ce que vous recevez. Là, c'était par exemple des tourillons de cuivre, voilà, des carillons, des choses comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment des centaines d'euros ? Est-ce que, si c'est une formation, par exemple, qu'allez-vous vraiment recevoir ? Quel est le contenu de la formation ? Combien d'heures de formation ? Est-ce que ça va être 3 vidéos ? J'ai vu des formations comme ça à plusieurs centaines d'euros où vous avez 4 vidéos jetées en vrac sur un thème, par exemple sur apprendre aux enfants l'art, des choses comme ça, et c'est révoltant en fait, parce qu'on abuse du porte-monnaie et de la crédulité des gens. Et puis attention, avec la pédagogie Montessori, ce n'est pas parce que c'est tendance que ça mérite d'être payé si cher. De mon côté, j'essaie vraiment de mettre un tarif à mes formations qui soit le plus juste et équitable possible, en essayant de les rendre accessibles à tous et à toutes. C'est aussi pour ça que je propose aux membres de l'accompagnement parentalité et UF Montessori, donc des personnes que j'accompagne tous les mois après mois, avec des séances de questions-réponses toutes les 2 semaines, et puis de nouvelles ressources chaque mois sur un thème donné. Eh bien, pour ces membres, tous ces membres bénéficient d'un code de réduction, et elles peuvent s'inscrire à moitié prix à toutes mes formations. Vous voyez, je fais de gros efforts pour essayer vraiment de rendre les formations accessibles à tous. Bon, j'espère que ces 8 critères, je vous les redis rapidement. Pas de solution miracle. Les grandes découvertes ne sortent généralement pas de nulle part. Numéro 3, attention au vocabulaire pseudo-scientifique ou au jargon. Numéro 4, pas de protocoles expérimentaux qui n'ont aucune validité scientifique. Numéro 5, les images sont plus percutantes que les mots mais peuvent être trompeuses. Numéro 6, le point Godwin. Numéro 7, les théories complotistes. Numéro 8, l'intérêt financier de la personne qui vous parle. J'espère que ces 8 critères vont vous aider à développer davantage votre esprit critique et à savoir reconnaître les vrais experts, des faux experts, dans tous les domaines. Que ce soit celui de la santé, que ce soit celui de l'éducation, peu importe, j'espère que cela va vous aider. Et ça tombe bien parce que développer l'esprit critique, c'est justement le thème que nous avons choisi pendant le mois de novembre sur l'accompagnement, parentalité et IEF pour instruction en famille Montessori. Donc nous allons, pendant le mois de novembre, aider les enfants à développer leur esprit critique. Alors l'accompagnement n'est pas du tout réservé aux familles qui pratiquent l'instruction en famille, bien au contraire. C'est pour ça qu'il y a parentalité aussi dedans. Et vous voyez bien qu'avec le thème de ce mois-ci, par exemple, développer l'esprit critique, bien ça n'est pas directement lié à l'instruction en famille, ni à la pédagogie Montessori proprement dite, mais c'est à mon avis un complément indispensable dans l'éducation globale que nous devons donner à nos enfants. Donc nous allons les aider à développer leur esprit critique, en particulier face aux nouvelles technologies, mais aussi face aux médias plus classiques, aux journaux par exemple et autres.
Donc voilà, ça va être le thème du mois de novembre de l'accompagnement. Si vous voulez nous rejoindre, j'en serais ravie. Vous trouverez le lien de l'accompagnement dans les notes de cet épisode du podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Et vous savez que j'aime bien vous parler un petit peu de ce que font les enfants et de ce qu'ils aiment en ce moment. Et là, je voulais vous parler de notre petit dernier, Étienne, qui a maintenant 13 mois et qui commence à boire dans un tout petit verre. Des petits verres à shot de chez Ikea, hein, des tout petits verres. Et c'est formidable de le voir saisir le verre avec ses 2 mains et boire tout seul. Alors qu'avec notre aîné, nous avions une tasse, vous savez, les tasses avec un petit bec, pour faire la transition par rapport au biberon. Mais en fait, les enfants sont parfaitement capables de boire au verre très jeunes. Vous voyez, à peine à un an, ils commençaient à boire au verre. Donc voilà, si ça vous dit de tenter, si vous avez un bébé, eh bien, je vous souhaite de belles expériences. Sachez simplement qu'évidemment, de temps en temps, le contenu du verre sera renversé, sur le bavoir, sur les vêtements, sur la table. Mais bon, comme ce sont des verres à shot, ça ne contient pas de grosses quantités. Donc ça évite aussi d'avoir trop de dégâts. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.